Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis le premier chapitre de Robinson Crusoe. Chapitre 1, où le lecteur fait ma connaissance. On m'appelle généralement Robinson Crusoe et l'on croit qu'il s'agit là de mon nom et de mon prénom. Il n'en est pas ainsi. Robinson était le nom de famille de ma mère et Kreutzner, qui avec le temps est devenu Crusoe, était celui de mon père. Mais comme même dans ma famille et selon une coutume du siècle, j'ai toujours été nommé ainsi, il est probable que je resterai jusqu'à la fin de ma vie et dans la mémoire de ceux qui liront mon étrange aventure, Robinson Crusoe. Je suis né en 1632 et j'étais le troisième fils de mes parents. De bonheur, je rêvais de voyages sur mer, de fortune faite comme par enchantement dans des contrées lointaines. Mon père voulait faire de moi un avocat, mais ce métier, où il fallait si peu d'action et tant de paroles, ne pouvait convenir à mon caractère. Après avoir vainement supplié mes parents de renoncer au projet qu'ils formaient pour mon avenir, je pris le parti de m'enfuir secrètement à Londres et de m'embarquer sur le premier bateau où l'on voudrait de moi. J'avoue que j'étais bien triste de quitter ainsi mes parents sans leur dire adieu, et j'ai maudit, bien souvent depuis, la folie et l'ingratitude de mon départ. Mais je craignais, en mettant au courant de mes desseins quelqu'un de ma famille, de m'attirer tant de reproches ou de larmes qu'il ne fut plus possible de m'en aller. Et je voulais m'en aller très loin, au-delà des mers, voir de mes yeux et toucher de mes mains les merveilles dont parlaient tant de voyageurs. Un jour donc, je m'embarquai, à l'insu de tous, ma vie errante commença. J'étais de tempérament robuste, d'esprit prompt et plus réfléchi pour mon âge que ne le ferait croire la façon dont j'avais agi. Le danger ne me rendait pas timide, malgré ma jeunesse, et j'étais toujours des premiers à l'ouvrage. Ces diverses qualités, qui devaient m'accompagner toute ma vie et rendre mes défauts tolérables aux autres, me firent tout de suite apprécier comme matelot par mes chefs et par mes camarades. Les uns et les autres voulurent m'apprendre les finesses du métier, et j'étais si avide de m'instruire sur ce sujet qu'il ne fut pas besoin de longues ni fréquentes leçons. Je sus aussi vite prendre la hauteur du soleil pour calculer mathématiquement la position du navire en mer que carguer ou établir les voiles, gouverner ou ramer. Au bout de ma première année de voyage, j'étais donc en passe de devenir un bon marin et, comme mon goût de la mer persistait malgré les périls que comportait cette vie, je m'imaginais que j'allais bien longtemps courir d'un continent à l'autre. Mon destin en ordonna tout autrement. Le navire sur lequel je naviguais ayant été assailli par les pirates, près de la côte d'Afrique, je dus subir une longue et dure captivité chez les morts. Mes geôliers me traitèrent sans cruauté toutefois, et par mes connaissances en navigation, je fus pour eux d'une certaine utilité. Peu à peu, leur surveillance se relâcha, à tel point que je pus, un jour, m'enfuir sur une barque et leur échapper. Quand je me remémore ces instants de ma vie, où seul et sans grande ressource, je m'en allai sur la vaste mer dans un frêle canot, j'admire la bonté de la Providence qui me préserva des tempêtes et de tant de dangers que j'avais bravés si hardiment. Un navire espagnol me recueillit en effet à son bord, et comme il faisait route pour le Brésil, contrée qui m'était inconnue et dont la renommée fabuleuse m'attirait, je fus très content de ce nouveau but qui s'offrait à ma pensée. Dès que j'eus touché terre, je m'embauchai dans une plantation de sucre et je montrai là tant de courage et d'activité que je devins rapidement pour mon patron un contremaître en qui il avait toute confiance. Quand j'eus bien étudié la manière de planter, puis de traiter la canne à sucre, je résolus de m'installer à mon compte afin de faire fructifier les quelques économies que m'avait procurées mon travail. J'achetai donc du terrain et je commençai à défricher le sol avec acharnement. Pendant plusieurs années, je retirai de mon labeur tout juste de quoi vivre, mais la persévérance étant le plus sûr moyen de faire fortune, j'arrivai enfin à acquérir une véritable aisance. Si j'avais continué mon simple métier de planteur de canne à sucre et de tabac, nul doute que je ne serais parvenu à posséder une grande fortune. Mais j'étais né pour être mon propre destructeur. Un jour, quelques-uns de mes voisins, planteurs comme moi, vinrent me trouver et me proposèrent de réunir notre argent disponible pour armer un vaisseau et l'envoyer sur les côtes d'Afrique afin d'y chercher des serviteurs nègres indispensables au travail de notre établissement.
Ils ajoutèrent que, puisque mes précédents voyages m'avaient emmené plusieurs fois vers la Guinée et que j'étais au courant de la façon dont il fallait traiter avec les nègres, ils venaient me demander de prendre place à bord de ce vaisseau en tant que notre mandataire à tous. J'acceptais avec joie cette mission de confiance, surtout parce qu'elle me donnait l'occasion de revenir à mes goûts de jeunesse, à ceux qui étaient le plus ancrés en moi, l'amour de la navigation et tous ses hasards. J'arrangeai avec soin mes affaires, en prévision d'un naufrage possible, et je fis un testament qui léguait à ma famille la terre que j'avais su faire si bien valoir. Mes voisins s'étaient engagés, par contrat, à s'occuper de mes biens en même temps que des leurs. J'étais donc tranquille au sujet de ma plantation. Si j'avais montré pour ma propre vie moitié autant de sagesse, il était certain que je n'aurais jamais quitté une entreprise aussi florissante. Mais j'étais entraîné et j'obéis aveuglément à ce que me dictait mon goût plutôt que ma raison. Je m'embarquai donc le 1er septembre suivant. Notre navire était un équipage de 15 hommes, y compris le capitaine et le cuisinier de bord. Tous étaient de braves gens que nous avions choisis avec soin. Nos vivres, notre cargaison, nos armes étaient en quantité suffisante et de bonne qualité. Le temps s'annonçait magnifique avec un vent favorable. Jamais voyage ne débuta sous de plus heureux auspices. Pendant une vingtaine de jours, je me laissai aller à la joie de courir sur une mer calme, dont la longue houle berçait doucement le vaisseau. Mes compagnons chantaient, jouaient de l'accordéon ou de la guitare. Il semblait que le vent et l'eau s'accordaient pour faire de notre voyage la plus heureuse des traversées. Mais brusquement, tout changea. Un ouragan se déchaîna avec une fureur si grande que je n'en avais jamais vu encore de cette sorte. Nous n'eûmes que la ressource de fuir devant lui, nous laissant emporter au hasard, là où nous poussait la furie du vent. Pendant les 12 jours que dura cette course à la mort, nous nous attendions sans cesse à voir notre navire s'engloutir sous l'assaut des vagues monstrueuses. L'équipage entier témoigna de la plus grande bravoure au milieu du péril. Le capitaine se montra à la hauteur de sa tâche. Bref, tous ces pauvres gens méritaient mieux que le pitoyable destin qu'ils eurent. Emportés par la tourmente sous un ciel constamment nuageux, il ne nous avait été possible, ni au capitaine, ni à moi, de nous rendre compte de l'endroit où nous nous trouvions. Lorsqu'un matin, un de nos hommes s'écria « Terre !» nous ne pûmes donner de nom à la côte vers laquelle la tempête nous précipitait avec rage. Était-ce une île ou un continent que ce rivage dont une ligne de récifs semblait nous barrer l'approche? Aucun de nous n'aurait su le dire. Il me semblait que nous devions nous trouver non loin de l'archipel des Caraïbes. Mais j'avoue que c'était là une simple supposition de ma part. Cependant, le capitaine avait fait diminuer la voilure afin d'offrir moins de prise au vent et ralentir ainsi notre course, si c'était possible. Mais à peine cette ultime précaution venait-elle d'être prise que le navire donna rudement contre un banc de sable. Et la mer, le rencontrant comme obstacle, déferla sur lui d'une telle manière que nous crûmes tous le voir se disloquer immédiatement. « Aux chaloupes, aux chaloupes !» cria l'équipage d'une seule voix. Je consultai du regard le capitaine, mais celui-ci haussa les épaules tristement, comme pour me dire « Il n'y a que cette seule façon d'échapper à la mort. » On entendait les membrures du vaisseau craquer sinistrement. Les vagues se précipitaient sur cette épave avec une telle fureur que la fuite paraissait vraiment notre unique recours. Mais combien ce recours était lui-même plein de périls. Nous reconnaissions que la mer était trop sauvage pour que nos canots pussent s'y tenir sans courir le risque de couler aussitôt. Et nous nous regardions avec une hésitation désespérée. Enfin, un craquement plus violent que les autres, dans lequel il nous sembla à tous que le navire s'ouvrait en deux, fit trêve à nos hésitations. Les chaloupes furent mises à la mer, et nous nous y laissâmes tomber précipitamment. Puis, nous nous mîmes à ramer vers la terre, mais le cœur bien gros, sans l'espérance d'y arriver vivant. Et en effet, la moitié d'entre nous fut promptement happée par la mort. La chaloupe dans laquelle ces malheureux avaient pris place ne put se dégager de l'espèce de tourbillon que formait la mer autour de l'épave de notre navire. En une seconde, soulevée et renversée par une lame énorme, elle disparut avec tous ses occupants. Nous avions poussé un cri d'horreur, mais notre position n'était guère plus enviable que celle de nos pauvres compagnons. Et nous étions certains de partager leur sort avant peu. Nous allions vers le rivage comme des hommes qui marchent au supplice, et à mesure que nous approchions de la rive, cette terre inconnue nous semblait plus redoutable encore que la mer en fureur. Après avoir ramé, ou plutôt dérivé pendant 1 lieue environ, une vague furieuse vint en roulant derrière nous,
nous apporter notre coup de grâce. En effet, elle s'aplatit sur la chaloupe avec tant de violence que d'un seul coup elle le fit chavirer et nous jeta au loin, séparés les uns des autres. Nous fûmes engloutis en un instant. Je savais très bien nager, et c'est à cette circonstance que je dus, le premier moment de surprise et d'épouvante passé, de revenir sur l'eau. Instinctivement, en effet, aussitôt que je m'étais senti submergé, j'avais retenu ma respiration comme le font les plongeurs. Ma poitrine conserva donc le libre jeu de son souffle, et quand, par un vigoureux coup de pied, je parvins à la surface de la mer, il me sembla que je venais de vaincre la mort. Mais la lutte n'était pas terminée. Les vagues qui s'élevaient en montagne ou se creusaient en précipice continuaient à se servir de moi comme d'un jouet. 10 fois je fus jeté sur la plage et 10 fois, avant que j'eusse le temps de reprendre mon souffle et de me mettre à l'abri de la mer, celle-ci m'entraînait de nouveau dans son ressac. On aurait dit qu'elle ne pouvait se décider à lâcher sa proie. Éperdu, épuisé d'horreur et de fatigue, je voyais le salut s'offrir, puis se refuser, sans pouvoir presque tenter un geste vers lui. Enfin, une vague plus monstrueuse que les autres me porta dans son écroulement plus avant sur le rivage. Je tendis mes muscles dans un dernier et suprême effort, et, me traînant sur le sable, j'échappai au reflux, puis je gravis un tertre en pente où je me laissai tomber plutôt que je ne m'assis. J'étais délivré du péril et à l'abri de toute atteinte de l'océan. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce premier chapitre vous a plu. Vous aurez donc la suite, le chapitre 2, demain à 18h. Abonnez-vous surtout pour ne pas manquer ça et likez si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont en description. Bye bye.